Bonjour à tous, aujourd'hui à l'occasion de la sortie de Disney+ en France, et surtout parce qu'il n'y a maintenant plus d'embargo pour en parler, j'aimerais que nous parlions d'une petite série indépendante qui a fait très peu parler d'elle, j'ai nommé The Mandalorian. Star Wars, par le biais de cette série, a finalement fait son véritable passage sur petit écran. Et la série de The Mandalorian promet beaucoup pour l'avenir de la saga. J'aimerais que nous parlions ensemble des potentielles futures intrigues qui arriveront dans la saison 2. Donc cela sous-entend bien évidemment que je vais devoir spoil la saison 1, donc vous êtes prévenus. Bon, je le répète à chaque vidéo, mais il me semble que c'est important de le rappeler. Au cours de cette vidéo, je vais bien évidemment vous proposer ma vision totalement personnelle et subjective. Je vous invite quant à vous à me partager vos visions et vos théories en commentaire, histoire que l'on débatte tous ensemble dans la bienveillance. N'oubliez pas le petit pouce bleu et à activer la cloche, nous repartons ensemble dans ce merveilleux univers qu'est Star Wars, avec 3 théories que je vous propose. Je vous l'admets, je ne pensais pas que parler de The Mandalorian serait si complexe. La série a beau être avant tout divertissante et courte, cette dernière ne révolutionne en rien le cinéma. Et bah, The Mandalorian possède un background énorme. Et le plus gros mystère reste l'origine et le but du rôle de Baby Yoda. Déjà, ce dernier fait partie de la race du maître Jedi Yoda, que vous connaissez tous, et c'est une race qui a toujours été volontairement cachée par George Lucas himself. C'est une décision qui a été respectée jusqu'à maintenant, et nous savons concrètement que très peu de choses sur Yoda et ses origines. D'où le fait que nous ne savons rien sur l'enfant, et que par rapprochement, il s'est fait appeler Baby Yoda par la communauté. Ce que nous savons juste, c'est que c'est une race qui vit très longtemps. Yoda avait à peu près 900 ans à sa mort, et Baby Yoda a déjà environ 50 ans. Mais également que c'est une race qui est très sensible à la force. Nul besoin de rappeler la puissance de Maître Yoda, ou même les démonstrations de l'enfant durant la série du Mandalorian. Bref, pour en revenir aux faits, le but qui semble final, instauré par la série, est que l'enfant soit ramené auprès des siens, ou bien que Din Djarin veille sur lui jusqu'à sa majorité. On ne va pas se mentir, la seconde option va être compliquée, vu sa longévité. Là où j'aimerais vous amener est quant à l'âge de l'enfant. Ce dernier ayant plus de 50 ans dans The Mandalorian, cela signifie qu'il est né à peu près 9 ans avant Star Wars 1, la menace fantôme. À cette époque, il existait encore 2 personnages issus de la même race, Yoda et Yaddle. Alors je vous arrête tout de suite, bien que Yoda était un homme entre guillemets et Yaddle une femme, ils étaient tous deux dans les plus hauts membres de l'ordre Jedi. Cela m'étonnerait fort qu'ils aient rompu le règlement pour se caler 2-3 petits dates comme ça. Le truc c'est que voilà, nous pourrions penser que Baby Yoda soit alors un clone de Yoda, ou possiblement de Yaddle, étant donné que la thématique des clones faisait partie de la prélogie et même avant, mais on en revient toujours à la même chose. Pourquoi Yoda ou encore Yaddle auraient voulu se cloner? Ce n'est pas logique par rapport au code des Jedi et au vu de leur place importante. Je ne vois pas du tout Yoda ou même Yaddle à un moment où tout allait bien, car oui, 9 ans avant la menace fantôme, tout semble aller normalement. Bah, il ou elle ferait naître un enfant qu'ils cacheraient à tous jusqu'à leur mort. La seule explication pour moi serait Palpatine, très secret et obsédé depuis son apprentissage aux côtés de Plagueis sur la manipulation des midi-chloriens et la vie éternelle en se déplaçant de corps en corps. Et ça, c'est une obsession qu'il détient depuis avant la menace fantôme. Mais ce n'est pas tout, Sheev en sait également beaucoup sur les clones. Je vous rappelle l'ordre 66 ou encore tout simplement Snoke. Planifiant tous ses coups à l'avance et sachant qui était l'un des plus grands maîtres Jedi de tous les temps, Sidious aurait pu tenter de recréer Yoda ou de manipuler les midi-chloriens. Mais encore une fois, c'est une hypothèse qui ne se base que sur très peu de choses. Au vu de l'ancienneté de l'enfant, il est possible que Disney souhaite tout simplement développer un arc narratif qui avait été ignoré et caché par Lucas depuis tout ce temps, soit de mettre en lumière la race de Yoda, la planète de l'espèce et leur lien avec la Force. Une espèce très mystérieuse et très puissante qui pourrait faire vendre. Après tout, n'oublions pas que Star Wars repose beaucoup sur du merchandising. Pourquoi Baby Yoda est si mignon d'après vous ?
L'univers est infini, l'espace c'est grand et même si la saga a toujours tourné autour des Skywalker, il est enfin temps que ça s'arrête et que l'on commence à compter d'autres légendes. C'est le cas ici avec la série du Mandalorian. J'en suis sûr. Plus qu'une simple garde d'enfants où la mission est de le ramener à la maison ou de veiller sur lui, la série va mettre en lumière l'histoire des Mandaloriens. Ce n'est pas pour rien si le héros principal en est un et qu'en plus il y ait la présence du Darksaber, le sabre noir. Dans la conception des films Star Wars et de la saga tout entière, il y a toujours eu une symbolique de héros, d'élus autour du personnage principal. Que ce soit Anakin dans la prélogie, Luke dans la trilogie ou même Rey dans la sienne. Ici, Din Djarin nous est présenté de la même manière, comme le meilleur des chasseurs de primes, celui qui a réussi à ramener l'enfant et qui a déjoué les plans des impériaux. Ce côté divin ou encore d'élu est encore plus accentué via l'épisode 4, où ce dernier va devenir le symbole du village qu'il aura sauvé en compagnie de Cara Dune. Donc je vous le mets en mille, Din Djarin va monter en puissance et en estime. Je vous explique. Tout d'abord, revenons au sabre laser noir. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas vraiment ce qu'il représente. Plusieurs vidéos de chaînes dédiées en parlent très bien, donc je vais me contenter de vous résumer brièvement la chose. Le sabre noir, en gros, est un sabre qui fut créé par le tout premier Mandalorien, à être considéré par l'ordre Jedi, Tar Vizsla. Désolé de ma prononciation. Ce Mandalorian est même devenu le dirigeant des Mandaloriens à un moment donné et fut très vénéré. S'ensuit plusieurs péripéties après la mort de ce personnage où le sabre a beaucoup voyagé de main en main. Péripéties que vous pourrez retrouver notamment dans la série Clone Wars ou Rebels. Bref, ce qui nous intéresse ici est que le sabre a fini par tomber dans les mains de Moff Gideon, un ancien officier de l'Empire ayant obtenu le titre de Moff, soit une sorte de gouverneur de l'Empire, ou plutôt des vestiges de l'Empire. Pour en revenir à Din Djarin, je pense que son arc, son but personnel se retrouve ici. Très dévoué aux Mandaloriens qui ont été divisés et tués à cause des impériaux suite au non-respect de la mission de Din Djarin, le Mandalorien va très certainement affronter de nouveau Gideon, présenté comme un chasseur d'exception, une sorte de futur élu des Mandaloriens. Il est possible que Din soit le prochain possesseur du sabre noir, et qu'en défaisant Gideon, ce dernier fasse réunir les Mandaloriens dispersés. Je veux dire, le sabre est un patrimoine fort pour ce peuple, un symbole énorme qui fut malheureusement volé. Si Din le récupère et vainc Gideon, ce dernier serait un nouveau symbole pour les Mandaloriens, celui qui ferait renaître la flamme de ce peuple, malheureusement purgé au cours de l'histoire. Et bien évidemment, comme pour Rogue One, ce serait malheureusement une légende peu connue, mais forte et qui a amené la victoire. Pour conclure, il est évident que nous allons parler d'utilisateurs de la Force. Comme mentionné par l'armurière et guide des Mandaloriens, il existe un peuple de sorciers manipulant les mêmes pouvoirs que l'enfant, appelé Jedi. Nous sommes dans Star Wars. Et si scénaristiquement c'est une piste qui a été présentée, c'est que cela va arriver. D'ailleurs, il est même dit que la saison 2 de The Mandalorian nous présenterait un combat au sabre laser. Pour le moment dans la série, seul Moff Gideon nous a été présenté avec un sabre. Donc il y aura certainement un combat entre lui et possiblement un Jedi ou un autre utilisateur de la Force. Et c'est là que nous devons nous questionner. Nous sommes environ 5 ans après le retour du Jedi. Luke est donc toujours présent. Et il me semble qu'il a même potentiellement commencé son académie de Jedi. Néanmoins, à ce moment-là, Kylo Ren vient juste de naître, donc pas vraiment sûr de cette info. Mais il est dit dans Star Wars 9 qu'il s'était entraîné avec Leia, et qu'elle était devenue une sorte de chevalier Jedi. Donc concrètement, il se pourrait que les deux personnages apparaissent à l'écran. Néanmoins, Carrie Fisher nous a maintenant quittés et je ne suis pas sûr que Disney ait encore la possibilité d'utiliser sa personne pour faire revenir Leia. C'est une question très compliquée, donc j'émets de gros doutes. Le choix de Luke en revanche est plus pertinent, car ce dernier a connu Yoda et scénaristiquement ce serait plus simple et plus cohérent que ce soit ce dernier qui aiderait le Mandalorien. À ce moment précis, Luke n'est pas encore en pseudo-exil et il se peut que ce dernier soit encore accessible pour autrui. Mais on en revient à la technologie et choix cinématographique. Est-ce que Disney a vraiment la possibilité et l'envie de faire revenir Luke en jeune pour un ou plusieurs épisodes? Surtout que Luke
est une légende maintenant, un personnage terriblement populaire. Est-ce que le faire passer au second plan serait vraiment pertinent au final? Et est-ce qu'on se raccrocherait pas trop à l'histoire des Skywalker une fois de plus? Cependant, un autre cas de figure se présente. Le personnage bien connu des fans, Ahsoka Tano, a de très grandes chances de faire son apparition dans la série. C'est une ancienne Jedi qui à la base était l'apprentie d'Anakin, avant qu'il ne sombre. Cette dernière fait partie de la série Clone Wars et Star Wars Rebels, qui sont bien évidemment canon. La pertinence de ce personnage serait qu'elle n'est pas encore apparue en tant que véritable personnage de film, soit qu'un acteur, enfin plutôt une actrice, l'incarne en gros. De plus, Ahsoka a connaissance du sabre noir et y a même été confrontée. Il est donc fort à parier qu'elle viendrait en aide à Din Djarin, surtout que cette dernière a également connu Yoda. Enfin, ce qu'il serait très intéressant pour moi serait de voir le retour du personnage de Maz Kanata. Avec un raisonnement comme avait eu Han Solo dans l'épisode 7, il se peut que le Mandalorien se dirige vers la planète de Maz, réputée pour en savoir énormément sur l'univers, son histoire, et également la force. Étant une utilisatrice neutre, elle permettrait, en plus de ravir les fans, d'expliquer la nature de ce pouvoir à Din Djarin et l'orienter pour la suite de sa quête. Bien évidemment, il y aura d'autres nouveaux personnages dans la série et nous sommes encore bien loin d'être au bout de nos surprises. L'arrivée du personnage d'Ahsoka peut être vraiment très intéressant, mais j'espère qu'ils ne créeront pas d'incohérence par rapport à la nouvelle trilogie. Donc je suis curieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à laisser votre plus gros pouce bleu, un commentaire en me partageant vos idées, vos théories, et surtout en vous abonnant à cette chaîne. Cela me prouve vraiment votre soutien. Je suis très heureux d'enfin avoir pu parler de The Mandalorian avec vous, en espérant vous reparler de Star Wars très bientôt. Profitez bien de Disney+, que le Lionheart soit avec vous, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.